Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Léger-Raymond, thérapeute ayurvédique, herboriste et naturopathe. Et dans cet épisode, nous allons partir à la découverte de l'histoire de l'Ayurveda, sur les pas de l'Ayurveda d'hier à aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Jonathan. Bonjour Lorraine. Hello Jonathan! Salut Nat. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. Bon, tu es un habitué maintenant entre les épisodes et le sommet. C'est ma deuxième occurrence. Exactement. Est-ce que, cependant, pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore écouté l'épisode que tu avais fait avec nous ou qui n'ont pas participé au sommet, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Certainement. Donc, ça a été un peu une rencontre avec l'Inde lors d'un voyage à l'aube de mes 20 ans. Et puis, une rencontre avec la thérapie asiatique, la lecture du pouls, tous ces mystères qui m'ont intrigué. Retour dans mon pays occidental, une espèce de vide de sens, besoin de réorienter ma vie. C'était chouette de contacter l'Ayurveda. Je me dirige vers l'herboristerie, qui était un peu l'équivalent des traditions. J'aimais bien le côté aussi science empirique, le côté expérience de l'humanité, histoire ancienne et tout. J'avais été familiarisé avec un livre qui a un peu changé ma vie, j'imagine. J'avais 9 ans, j'avais lu le Clan de l'ours des cavernes de Jean Mary Howell, la série des Enfants de la Terre, qui m'avait un peu introduit au fait qu'on utilise les médecines naturelles depuis que le monde est monde, les animaux l'utilisaient avant nous, puis etc. Ensuite, retour en Inde après la diffusion du documentaire Ayurveda, The Art of Being. J'avais continué à étudier l'Ayurveda, j'avais continué à garder ça comme un parallèle avec mes études en herboristerie à Flora Medicina. Et puis, j'ai ajouté, je suis retourné en Inde pour me trouver un ou une mentor pour m'accompagner parce que j'avais envie d'enseignement maître à élève un peu. Bien que j'essaie d'éviter le mot maître, je préfère le mot mentor. Ensuite, j'ai trouvé ce dit mentor. J'allais chercher dans le nord de l'Inde, mais je l'ai rencontré j'allais chercher dans le sud de l'Inde, pardon, mais je l'ai rencontré dans le nord, mais il venait du sud. Bon. Alors, j'ai trouvé le sud dans le nord. Bon, c'est tout. Ça allait. Et puis, j'ai passé quelques temps dans la clinique là-bas, aller-retour, aller-retour. J'ai étudié aussi avec un autre mentor, on pourrait dire, docteur, donc le premier c'était le docteur Kanan. Ensuite, il y a eu le docteur Shankar de Guru Vayur. Donc, ça a été un peu ça. Ça a été une combinaison d'études d'herboristerie en formation professionnelle au Québec, avec une combinaison de pratiques sur le terrain, d'enseignement aussi en Inde. Et puis, peu à peu, j'ai démarré ma propre pratique. J'ai commencé à enseigner des ateliers d'introduction. En 2013, j'avais fondé le centre Espace Ayurveda. En 2014, j'avais déjà quitté l'administration, mais je suis resté quelques temps. Puis là, j'ai quitté le centre pour m'établir une pratique plus personnelle. Et puis, voilà. Et pour continuer ta propre histoire avec l'Ayurveda. On sait que tu adores raconter des histoires, Jonathan, donc du coup, on s'est dit qu'un épisode sur l'histoire de l'Ayurveda avec toi, ce serait parfait. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec toi, on va voir aujourd'hui d'où vient l'Ayurveda, dans un peu son histoire, le berceau de l'Ayurveda. On va voir ce qui est devenu l'Ayurveda aussi aujourd'hui et comment est-ce que qu'est-ce que l'Ayurveda peut devenir pour nous-mêmes et pour le monde de demain. Donc on va traverser les siècles avec toi, Jonathan. T'es prêt?
Oui, je suis déjà tout galvanisé. C'est des sujets que j'adore. OK, alors c'est parti. Est-ce que tu veux, co par quoi est-ce que tu veux commencer pour, expliquer à nos auditeurs d'où vient l'Ayurveda? Ben, j'aimerais commencer, je suis un grand féru d'histoires, anciennes. Quand je parle d'anciennes, je parle de celles qu'on connaît, très peu, à peine. Donc on a des échos à peine, c'est-à-dire, les années, les milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc dès qu'on remonte, avant Jésus-Christ, déjà, ça devient flou, 1000 ans, 2000 ans. Et moi, je veux remonter jusqu'à... Bon, la première date que j'aurais, c'était même 30 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, Puis, il a fallu des instruments modernes pour la trouver, cette date. C'est la date où les Tamils, qui est un peuple du sud de l'Inde, que parfois on appelle en français les Tamouls, mais que je préfère, je sais pas pourquoi on a mis un ou ici, je préfère les appeler les Tamils. Les Tamils ont une histoire très, 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 très ancienne, une mémoire d'eux-mêmes très ancienne. Ils ont des cartes. Ils ont des cartes de la région Sri Lanka, Indonésie de l'Ouest, Inde et tout. Et ça donne qu'à l'ère moderne, avec la tomographie, avec les satellites et tout, on a pu cartographier la montée des eaux suite à la fin de la dernière petite glaciation. Et voilà, ça correspond aux cartes des Tamils. Donc, ils nous disent qu'ils ont une histoire de 30 000 ans et plus, qui remonte avant la petite glaciation. Et ils ont des cartes qui correspondent aux cartes modernes des géographes qui en ont pu être produites que dans les années 2000. On a commencé à avoir des technologies dans les années 90. Donc ça, c'est une première date. Et les Tamils, pourquoi je parle des Tamils? Parce que c'est un peuple, il y a deux langues classiques en Inde. Il y a le sanskrit, mais on oublie qu'il y a aussi le tamil. Et on oublie que le sanskrit, c'est pas une langue si ancienne dans la perspective indienne. Il y avait le pali, il y avait le prakrita, il y en a un autre qui m'échappe, le brahmi, qui était le script. Bon, puis le sanskrit, ça a été une langue qui a été conçue. C'est une langue qui a été, c'est pas une langue vernaculaire. C'est très rare. Ça, il y a pas de, j'en connais, bon, je suis pas linguiste, mais j'en connais pas beaucoup d'autres. Il y avait euh, bon, son nom m'échappe, mais il y a un linguiste célèbre qui est aussi devenu connu en politique, mais qui avait fait son doctorat aux États-Unis. Son nom m'échappe, c'est un gars un peu de gauche, là. Bon, et puis, il avait fait ses études sur le sanskrit parce que c'était une langue absolument fascinante qui a été conçue, qui a été créée. Mais le tamil, lui, est beaucoup plus ancien. Et donc, c'est un peu dans cette aube-là que les médecines un peu plus autochtones, je dirais, ont été conçues. Parce que ce que j'ai appris en lisant sur l'histoire de l'Ayurveda, puis c'est pas facile de lire sur l'histoire de l'Ayurveda, tout le monde copie-colle un peu la même histoire, là. C'est une histoire qui a été racontée à la conférence qui a eu lieu à peu près 1500-1000 ans avant Jésus-Christ. On a certains trucs pour nous dire que c'est historique parce qu'il y a un livre qui a été produit. On n'a pas retrouvé le livre. Néanmoins, il y a assez de citations de ce livre pour lui donner une valeur historique. On sait qu'il a existé, mais on n'a pas retrouvé de copie. Probablement été détruite lorsque les universités indiennes ont été brûlées là, dans les années 1000 à peu près. Puis, tout ça pour dire qu'il y avait vraiment un côté ancien et c'est très récent que l'Ayurveda est devenu un terme dominant. L'Ayurveda, comme c'est un nom on peut retrouver le mot Ayurveda il y a longtemps, mais comme quoi l'Ayurveda, c'est la médecine de l'Inde et on enseigne l'Ayurveda et c'est une chose en soi. C'est un concept qui est surprenamment récent, même que sa dominance date d'à peine 100-120 ans. Euh, Même, on ne disait pas forcément que le Charaka Samhita, le Sushruta Samhita, c'était pas forcément un livre d'Ayurveda. On Mais disait quoi du coup? Que c'était un livre de médecine ou quand même de on pratique? utilisait, ouais, on utilisait différents termes. C'était juste l'idée comme quoi c'était le traité d'Ayurveda définitif et que l'Ayurveda était une chose en soi et le seul terme pour désigner la médecine naturelle. C'était arrivé progressivement, je dirais, mais c'est devenu officialisé il n'y a pas si longtemps, dans la foulée de la création de l'État indien, l'espèce de statuer à nouveau sur ce qu'est la culture indienne et tout. Mais ça a créé une espèce de... Puis ça, c'est une femme très intéressante qui a écrit un livre, elle s'appelle, je ne sais pas c'est quoi son prénom, elle s'écrit K.P. Girija. Elle a écrit Mapping the History of Ayurveda. Fait qu'elle a écrit un livre sur l'histoire de l'Ayurveda.
C'est extrêmement fascinant, puis elle y souligne, c'est très actuel aussi parce que elle y souligne toutes l'espèce de côté colonisateur-colonisé, le côté le centre versus la périphérie, le nouveau versus l'ancien, puis il y a cette espèce d'opposition entre la culture dominante hindoue, qui est une forme... Ils ont des autochtones aussi. Il y a 100 millions et plus de tribus protégées par la loi là, en Inde, qui ont un statut spécial, et eux n'ont pas la culture hindoue dominante. Ils n'ont pas même... Bon, les hindous ne sont pas homogènes non plus, mais il y a vraiment une distinction entre leur culture et la culture hindoue générale. Et eux ont des médecines qui n'ont pas forcément été intégrées. Ils ont des thérapeutes qui n'ont pas forcément les licences, les mêmes droits que les thérapeutes ayurvédiques. Néanmoins, c'est peut-être les meilleurs. Mais enfin, façon de communiquer leur savoir est moins habile parce qu'ils n'ont pas le terme commun de l'Ayurveda. Donc il y a cette ancienneté de l'Ayurveda-là qui est un peu plus autochtone. On les appelle un peu les Natu Vaidya, mais même ça, c'est un terme problématique parce que ça les regroupe tous dans un sac. Puis après ça, il y a d'autres comme les Netra Vaidya, les spécialistes des yeux, les Marma Vaidya, les thérapeutes Marma qui n'ont pas été intégrés à l'Ayurveda classique. Les Visha ou Vrisha Vaidya, qui sont les spécialistes des poisons, qui sont très importants dans le sud de l'Inde. Ils sont comme un peu des bornes pour les pompiers, pour arroser les feux, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu partout pour s'assurer que les gens qui se font mordre par les serpents, ils filent les voir. Il y en a 90%, je crois, des gens qui se font mordre par les serpents vont les voir. Donc, Mais du coup, tu veux dire qu'en fait, il y avait chaque peuple un peu qui constituait l'Inde avait sa propre médecine, puisque tu nous parlais des Tamils, du coup, qui avaient certainement leur propre médecine, et qu'ensuite, il y a eu comme pas un mélange, mais du coup, un assemblage un peu de ces médecines-là, et qu'en est découlé l'Ayurveda. Exactement. Qui a été ensuite nommé plus tard Ayurveda. C'est ça, c'est comme un paquet de fleuves ou de rivières qui se rassemblent en un fleuve. Il y a eu une standardisation qui s'est faite. En fait, la standardisation, elle a commencé là où on dénote l'histoire de l'Ayurveda. Mais l'Ayurveda, on en retrouve dans le Rig Veda. Puis le Rig Veda, on peut dater, encore une fois, avec la technologie moderne, on peut le dater à 6676 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'ils ont observé des étoiles, puis aujourd'hui, on est capable, avec l'astroarchéologie, de recréer ces ciels et de démontrer que oui, effectivement, il viendrait de cette date-là. Dans le Rig Veda, ce n'est pas un livre d'Ayurveda. Il y a des termes d'Ayurveda. Donc, on sait que les termes, la terminologie, la façon de regarder le monde ayurvédique, on pourrait la remonter jusque-là. Ensuite, il y a eu un assemblage, comme tu dis, et puis il y a un moment où il y a eu une conférence. C'est la conférence d'Atreya qui a été organisée sur les flancs de l'Himalaya. La conférence, c'était probablement qu'ils sont restés là des mois. Là. C'était une congrégation de médecins de partout autour de l'Himalaya, puis en Inde, qui se sont réunis pour discuter du discours de l'humanité qui, dit-on, s'accumulait dans les villages. Et on dénotait que le stress allait devenir la première cause de maladie. Puis on s'est dit, bon, il leur faut un outil pour... ils sont malades, et puis ils sont de plus en plus malades, et il leur faut des outils pour se soigner. Donc, ils ont dit, bon, nous, un peu comme je disais, un peu comme on attache nos souliers, on n'y pense même pas. Eux, ils étaient en santé, ils faisaient la médecine, mais bon, comment j'explique à quelqu'un dans un livre comment tu attaches tes souliers, c'est un peu plus compliqué que le faire. Donc là, comment on fait? C'est quoi qu'on fait exactement? Bon, puis il y a le sage Bharadvaja qui a été voir, bon, c'est l'espèce de source divine du Brahma Sutra, du premier livre d'Ayurveda, livre consacré à l'Ayurveda. Donc, lui a été canalisé il a été sur la demeure de Shiva, il y a toutes des histoires avec Indra, les jumeaux Ashvin, ça devient très ésotérique. Mais je pourrais rentrer là-dedans, mais ça fait 45 minutes. Puis, donc, il a canalisé le livre du Brahma Sutra, et là, maintenant, il avait déjà canalisé le truc, donc il était fatigué peut-être. Donc, c'est ses élèves qui l'ont écrit. Et Atreya, il y a 6 versions. Puis Atreya, waouh, OK, lui avait fait le meilleur livre. Le livre faisait 100 000 strophes. C'est immense. C'est très, très, très long. J'ai écrit un livre qui fait 100 000 mots, le livre, c'est 100 000 strophes. Un livre de cours. Et puis, donc ça a été le début de la standardisation de l'Ayurveda. Néanmoins, l'Ayurveda vient d'un assemblage de pratiques thérapeutiques
non pas seulement de plusieurs peuples, puis je tiens à mentionner le mot Siddha, parce que la médecine Siddha, c'est une de celles qui a le plus comme une forme d'identité. Mais néanmoins, elle est disparate. Puis ce qui arrivait, c'est que dans ces peuples-là, tu avais plutôt des lignées, des familles, des relations guru-shishya ou des relations transmission orale. Donc, même au sein de ces peuples-là, comme on le retrouve dans parfois les peuples amérindiens, il n'y a pas une grande standardisation et parfois même, il manque le vocabulaire. Ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire, ils le font. Leur grand-père, leur grand-mère le faisaient. Ils le font. Et ils n'ont pas toujours le langage pour se le partager même entre eux. Et ça pose un problème au niveau de la transmission. Donc, il y a vraiment deux trucs complémentaires entre la tradition orale, expérientielle, qui est vraiment la science, en fait, qui est la science empirique. Mais la façon de la traduire, de la communiquer, la façon de la codifier puis de la partager, si on n'avait pas eu l'Ayurveda standardisé, probablement qu'on aurait un peu, l'Ayurveda serait aujourd'hui dans un état comparable, peut-être pas autant parce qu'ils n'ont pas été autant détruites, mais ces cultures-là, mais ça ressemblerait un peu à la médecine amérindienne qui est perdue à 90%, puis le dernier 10% rétréci comme une peau de chagrin. Et je suis peut-être généreux, là, je disais un peu des chiffres à la volée. Mais en Inde, ça a permis une pérennité de cette science-là. Néanmoins, les meilleurs spécialistes demeurent ceux qui ont transmis cette science-là de maître à élève. En général, puis des fois, ils vont se retrouver à enseigner à une congrégation de médecins ayurvédiques qui ont toutes des licences, des vestons cravates qui sont reconnus dans leur société, puis eux, ils arrivent nu-pieds avec un linge autour de la taille. C'est les best of the best, mais ils sont pas, ils peuvent même pas pratiquer officiellement, ils sont pas reconnus par l'État. Donc, il y a toute cette... puis pour nous, la culture indienne, c'est une grosse soupe, on imagine hétérogène, mais on n'imagine pas qu'il y a des couches aussi d'autochtonité, si je peux inventer un mot. Là. Donc, puis j'ai visité des tribus, ça ne veut pas dire qu'ils sont hunga bunga avec des feuilles pour vêtements. Là. J'en ai vu, ils habitaient dans des petites maisons traditionnelles, mais ils avaient une chemise, puis il y avait même la télé dans leur petite maison en paille puis en terre cuite. Là, fait qu'il y a pas, c'est pas forcément non plus des tribus, là, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a 2 choses que je retiens vraiment de ce que tu viens de dire et merci pour tous ces partages parce qu'il y a plein d'histoires dans tout ça, c'est merveilleux. Il y a 2 choses que je retiens vraiment, c'est que d'un côté, il y a la transmission orale et il y a des choses dont tu disais qui remontent à plus de 30 000 ans avant Jésus-Christ avec le peuple tamil et d'un autre côté, toute la standardisation à travers, comme tu disais, la conférence pan-himalayenne ou encore des livres comme, des livres qui sont des livres fondateurs, hein, comme le Charaka Charaka Samhita, Samhita, Sushruta. Est-ce qu'on arrive à les dater, ces livres, ces textes fondateurs-là, Charaka, Sushruta? Oui, mais avec une grande... vous savez, même Bouddha Gautama, qui est quand même un personnage historique très bien documenté, qui a visité des tas de rois, qui a laissé il y a plein de stèles sur son... même lui, il y a 3 théories sur les dates qui... ça varie d'à peu près 100-200 ans. Donc, plus on remonte dans le temps, plus ça devient approximatif. Il y a aussi un problème fascinant que je me suis heurté en étudiant l'histoire. Puis je tiens à dire une chose, c'est je sais qu'il y a des universitaires indiens qui se sont penchés là-dessus quelque part, mais quand j'ai commencé à étudier l'histoire de l'Ayurveda, j'étais estomaqué à quel point personne n'avait statué là-dessus, personne n'avait fait de recherche. J'ai passé le peigne fin sur le web, j'ai lu tous les livres, toutes les introductions de tous les livres d'Ayurveda que je pouvais mettre la main dessus en Inde. Des livres ne sont pas édités ici. Et c'était le désert. Personne ne voulait mettre ses doigts là-dedans. Et je comprends pourquoi maintenant, puis je travaille là-dessus depuis un bout. Puis j'ai fait déjà une formation qui contenait du contenu là-dessus. J'en refais une autre en ce moment. J'ai écrit un article dans la revue de la Guilde. J'étais fasciné à savoir à quel point personne s'était mouillé. Le livre que j'ai trouvé justement qui s'y attardait le plus, c'est le livre que j'ai cité tout à l'heure. Il y en a sans doute d'autres que je n'ai pas réussi à mettre la main dessus parce qu'il y a beaucoup de livres édités en Inde qui ne parviennent pas à nous. Puis même si j'ai habité là-bas, j'ai fait beaucoup de voyages là-bas pendant longtemps, puis même si j'ai fouillé, j'ai peut-être pas encore tout trouvé. Mais je suis allé loin, là. Je suis allé voir des gens de la famille royale du Kerala. J'ai vraiment été loin dans mes investigations. Puis, enfin, un avocat qui travaille très proche là, de la famille royale, qui est un féru aussi d'histoire ancienne, on a discuté ensemble. Bref, j'ai perdu mon fil avec tout ça, mais bon, les dates. Il y a les dates approximatives de la vie de Charaka, ce serait 600 à 100 ans avant Jésus-Christ. Sushruta, 600 et 400.
Donc, il semblerait que la conférence, c'est 1500 à 1000 avant Jésus-Christ. Après, il y aurait eu, à peu près 500 avant Jésus-Christ, grossièrement, il y aurait eu Charaka et Sushruta. Mais eux, ils n'ont pas écrit de livre. Ils étaient trop occupés. Donc, c'est un peu comme Krishnamurti ou des gens ils font juste parler puis les gens écrivent ce qu'ils disent. Donc, les Charaka Samhita, c'est les commentaires de Charaka. Ça a été compilé pas immédiatement. Et donc, la documentation du Charaka Samhita a été complétée. Elle s'est faite progressivement à partir de la date de sa vie, mais elle a été vraiment finalisée vers 500 après Jésus-Christ. Et le Charaka Samhita se veut un espèce de résumé du Brahma Sutra qui a disparu aujourd'hui. Mais c'était encore un peu incohérent. Le Charaka Samhita, c'est dur à suivre, puis il y a des obstinations dans le Charaka Samhita. On peut y lire des conversations où les auteurs parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu leur voix finalement à traduire la pensée de Charaka, ou c'était peut-être le titre qu'ils voulaient lui donner. Mais donc, c'est un livre qui est un peu confus à certains égards. Il y a des choses contradictoires parfois dans le Charaka Samhita, ou du moins même il y a des discussions. Donc, ils ont créé ensuite l'Ashtanga Hridayam. Eux aussi étaient sensibles à ça. Il y avait eu cette volonté, je pense, de standardiser, de transmettre. Donc, il est venu aussi un livre très populaire qui a complété la triade, le Brihatrayi, la grande triade. Il y a Charaka Samhita, Sushruta Samhita, puis Ashtanga Samgraha. Mais même l'Ashtanga Samgraha, il était un peu lourd, donc ils ont créé l'Ashtanga Hridayam, qui était le cœur de l'Ashtanga. L'Ashtanga qui veut dire les 8 voix. Et ça a été créé par Vagbhata. Donc, Vagbhata a créé les 2 livres. Et ça date, donc cette forme, je dirais, en énorme guillemets, finale, on parle de 500 à 700 après Jésus-Christ. Donc, on a 1500 avant Jésus-Christ, la période 1000 à 500 avant Jésus-Christ. Mais il y a un problème fascinant que je me suis retrouvé, c'est que il n'y a aucun indice qui nous laisse croire que Charaka ou Sushruta, il y en a eu plus qu'un. Parce que jamais il y a d'allusion à le dernier Charaka ou le Charaka qui venait de là ou Charaka fils ou père. Aucune forme d'allusion linguistique au fait qu'il y en aurait pu en avoir plus d'un. Néanmoins, Charaka, parfois, on le retrouve 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à 100 avant Jésus-Christ. Donc, il y a des sources qui disent que Charaka, non, en fait, il a vécu 1000 ans. Là, quand on regarde ça, on voit que le roi, par exemple, Sushruta, il a étudié auprès du roi Divodasa de Varanasi, qui était un célèbre chirurgien. Sushruta, c'est le père de la chirurgie. Donc, en fait, on commence à se rendre compte que, bon, ben, lui, il habitait là, ensuite, il a enseigné là, ensuite, on l'a vu avec tel roi, ensuite, mais là, ça fait 1000 ans, ça, au moins. Puis, évidemment, toutes les dates sont flottantes un peu, tu sais, parce que c'est tout... mais il semble que Charaka, Sushruta, puis dans une moindre mesure Vagbhata, ils ont vécu beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps pour ce qu'on peut concevoir. Donc ici, ça ouvre un mystère, ça ouvre à des explications, mais de simplement dire « Ah, ben c'est simple, il y a eu plusieurs Charaka, il y a eu plusieurs Sushruta », ce serait un petit peu présomptueux parce qu'il n'y a absolument rien. Puis il faut savoir que l'Inde est extrêmement documentée en histoire ancienne. On pourrait remplir... Une église au complet avec les textes anciens indiens, c'est le peuple qui a laissé le plus de traces écrites, donc on a du matériel sur lequel travailler. Ouais, et puis il y a une chose que je trouve incroyable, et tu vas peut-être nous donner ton regard par rapport à ça, c'est le Charaka, Sushruta, l'Ashtanga, ce sont des textes qui sont étudiés aujourd'hui par les praticiens en Ayurveda. Nous, on les a, bon, peut-être pas lus dans leur intégralité, mais voilà, c'est des choses qu'on étudie aujourd'hui, qui ont été traduites, qui ont traversé les siècles. Comment est-ce que des textes ont pu traverser les siècles comme ça et être encore d'actualité aujourd'hui? Et là, on parle du Charaka, Sushruta, Ashtanga Hridayam. Ouais, ouais. Ben, dans l'histoire indienne, il faut savoir que la civilisation indienne, à l'époque où nous, on se réfugiait dans des cavernes en Europe pour fuir la glaciation, ben, eux, il y avait une civilisation florissante et cohérente. C'est des bassins... Il y a un auteur, je ne me rappelle plus qui avait observé. En fait, c'est la topographie du monde qui a décidé que la Chine et l'Inde seraient les 2 plus grandes civilisations parce qu'il y a l'Himalaya, puis les fleuves coulent tous la plupart vers l'Inde puis la Chine. Donc, la distribution des eaux, le climat a voulu que, si on pense au croissant fertile, je veux dire, le croissant fertile, il n'est pas très fertile à comparer du bassin indo-gangetique.
ou des zones qui bordent les grands fleuves en Chine. Donc, la population, la civilisation s'est concentrée de tout temps en Inde et en Chine, beaucoup plus qu'à quelconque endroit dans le monde. Et la continuité de cette réalité-là est absolument inégalée. C'est deux civilisations dont aujourd'hui la population, leur importance, c'est pas des États comme les autres, c'est des États-civilisations. Puis c'est des civilisations qui remontent, je veux dire, aucune civilisation qui peut compétitionner à ça dans leur ampleur et leur cohérence. Donc, il y avait un bassin de population, de sophistication, d'écriture, de culture assez fort pour les transmettre. Et c'était comme plein d'humains qui se répondent les uns aux autres et qui préservent ces choses-là. Néanmoins, on a perdu les Brahma Sutras, probablement quand l'université de Taxashila à Nalanda a été brûlée par Bakhtiyar Khilji, qui est un Turc musulman d'Asie centrale, dans les peuples turcs d'Asie centrale, là, pas la Turquie, mais l'université aurait brûlé. Attends, c'est combien de temps? Parce qu'à chaque fois que je le répète, je me crois plus. Mais je pense que ça a duré 2 semaines. Ça se calculait en hectares. C'était immense. Je veux dire, à côté de ça, la librairie d'Alexandrie, c'était un garde-robe. C'était immense. Puis ça l'a brûlé pendant... Attends, je l'ai pas loin ici. Enfin, on peut repasser à autre chose, puis je le sortirai tout à l'heure. Mais ça l'a brûlé. Ah oui, je l'ai ici. C'est 14 hectares, le complexe. 3 mois. C'est ça, j'y crois. À chaque fois, je l'ai noté parce que j'y crois plus. Ça l'a pris 3 mois à brûler. 14 hectares. Une librairie de 14 hectares, imaginez-vous. C'est incroyable. Ça, on a la date exacte, là, parce que ça a été... Les souverains ont l'avantage d'aimer laisser des traces et passer à l'histoire. Donc, Bakhtiyar Khilji, il s'est illustré en 1193 pour détruire l'immense université de Taxashila à Nalanda, où il y avait des Chinois, des Perses, des Romains, des Grecs. Tout le monde avait afflué à Nalanda quelques siècles auparavant. Puis puis aujourd'hui même, ils tentent de la reconstruire, mais bon, c'est rien, là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est juste... ils essaient de faire revivre cette espèce de... Donc, j'imagine que les livres, il y a beaucoup de livres qui ont brûlé. Mais néanmoins, il y avait assez de copies du Charaka, Sushruta. Et de toute façon, à l'époque ancienne, ça aurait été la tradition orale, parce que le Rig Veda a été transmis oralement pendant plus de 4000 ans au moins. Et il y avait un étudiant, un scientifique anglais, il avait été voir 2 peuples de l'Inde qui ne s'étaient pas parlé depuis 1000 ans, des Brahmanes du Cachemire, puis du Kerala ou du Tamil Nadu, je ne sais pas trop. Et puis, il leur avait fait réciter le Rig Veda, qui est 40 000 strophes, si je ne m'abuse, ou 60 000, je ne me rappelle plus. C'est un livre immense, là. C'est comme la Bible et l'Odyssée d'Ulysse mis ensemble. Puis, il n'y avait pas une erreur. Pas une erreur. Il n'y avait pas une syllabe différente de réciter entre ces 2 personnes-là. Il a démontré l'efficacité ahurissante et presque mystifiante des transmissions orales. Donc, la tradition écrite est moins efficace, en fait, parce qu'il y a c'est comparablement efficace aujourd'hui avec l'imprimerie, là, mais je veux dire, la tradition orale était parfaite. Donc, ça aurait pu aussi se traduire de façon orale, et je pense qu'avant, ça l'était, puis c'était récité... mon professeur lui récitait un peu comme des chansons, les paragraphes. Donc, même si ça aurait été brûlé, néanmoins, ça n'a pas été fait avec le Brahma Sutra. Il n'y avait pas de gens qui l'avaient appris, ou peut-être que ces gens-là n'ont pas su réémerger dans l'histoire, là. Ouais. Et qu'en est-il aujourd'hui, Jonathan, de cette transmission justement orale? Comment l'Ayurveda, qu'est-ce que l'Ayurveda est devenu aujourd'hui en Inde, dans un premier temps déjà? Comment c'est transmis? Est-ce qu'il y a toujours de la tradition orale comme tu le disais, ou comment on transmet l'Ayurveda aujourd'hui? Moi, je vais être présomptueux un peu, peut-être en disant que je pense que l'Ayurveda a largement décliné en Inde de par ses auteurs du passé. Il y a comme un compromis à y avoir. C'est plus on standardise, plus on préserve. Il y a un nivellement par la base un peu comme l'Internet, ça fait ça un peu aussi. Il y a énormément de démocratisation, mais en même temps, à un moment donné, tout le monde, on est noyé dans l'océan de naturopathes et de prétendants à la science naturelle, puis de docteur ci, puis de docteur ça, puis
Donc, je pense qu'il y a eu une perte. Je l'ai constaté par ma pratique aussi. Aujourd'hui, les traditions orales déclinent parce que, bon, les Natu Vaidya sont marginalisés. Ils font moins d'argent que les médecins qui ont fait leur BAMS à l'université. À l'université, les professeurs ont plus ou moins d'expérience de pratique, dépendamment. Il y a un truc que je trouve accablant aussi dans l'enseignement en Inde, c'est que on fait la première année d'études, ils font une dissection d'un corps humain. On pratique presque plus, et c'est plus pertinent de pratiquer la chirurgie indienne. C'est une chose que la chirurgie ayurvédique était très avancée, là, opération à l'œil, au cerveau et tout, mais c'est plus pertinent aujourd'hui. La chirurgie moderne a dépassé ça. On a perdu de toute façon les recettes d'anesthésiants parce que c'était trop dangereux pour les écrire. C'est dangereux un anesthésiant. Ce l'était avant, ce l'est aujourd'hui. Puis ensuite, après 5 ans d'université, il faut qu'ils fassent un autre cours pour faire le cours de Panchakarma, qui est pour le traitement Panchakarma, qui aujourd'hui est devenu l'ombre de ce qu'est un Panchakarma. C'est devenu, tu fais une partie de Panchakarma, alors que c'est un tout cohérent qui a été réduit à son plus, tu sais, ça durait 60 jours, là on est rendu à 30 jours, 21 jours, mais aujourd'hui c'est rendu combien tu as d'argent, combien tu as de temps, je vais te faire un Panchakarma. Tu sais. Ça marche pas. Là. Moi, ça me révolte. Mais tout le monde fait ça parce que c'est rendu comme ça, on fait de l'argent, on vend des Panchakarma aux étrangers, puis c'est rendu n'importe quoi. C'est rendu des morceaux, des traitements Shodhana, donc, mais pas le Pancha 5 Karma. Et c'est un tout cohérent qui ne peut être réduit. Donc, je pense qu'il y a eu une perte, il y a eu un nivellement par la base. Et il y a des médecins qui ont les deux. Moi, par exemple, Dr Shankar, c'est sa mère. Sa mère était une grande Vaidya. Elle n'a pas étudié à l'université, c'était avant la standardisation et tout. Ou peut-être qu'elle a étudié à l'université, mais elle était, elle aussi, d'une tradition orale très forte. C'était pas ça qu'elle mettait de l'avant, ses études. Son titre, je ne sais même pas si c'était BAMS, mais elle travaillait avec... elle était une grande Vaidya reconnue dans la région. Et lui était le fils de cette femme-là. Sa femme, d'ailleurs, est devenue aussi médecin ayurvédique, donc c'est assez courant des couples hommes et femmes, tous deux Vaidya. Son oncle aussi, bon, rendu là, c'était la famille. Donc, il y avait la tradition orale et il avait fait ses études. Donc, il y avait l'avantage des deux. Il avait vu sa mère soigner des gens depuis qu'il était petit. Bon, c'est écrit dans le livre, ouais, mais bon, dans la réalité, on fait quoi et ça donne quoi? Mon professeur aussi avait étudié dans des traditions orales, docteur Kanan. Donc, il y a certains docteurs qui gardent les deux. Il y a certaines personnes qui font les deux. Mais c'est rendu optionnel, puis ce qui est mis en valeur, c'est d'avoir ton titre à l'université, d'avoir ton petit veston de cravate, puis de pratiquer. Donc, malheureusement, je dois dire qu'il y a un certain déclin qui s'accompagne en même temps d'une solidification du côté académique, puis de sa capacité à communiquer avec le reste du monde. Donc, il y a des avantages et des désavantages, mais moi, pourquoi j'ai appelé mon truc Ayurveda Révolution, puis on a un centre en Inde qui ne m'appartient pas, là, c'est juste, on est amis, puis on travaille ensemble, qui s'appelle Revolution Ayurveda en Inde. On a gardé le nom parce que tous les noms sanscrits étaient pris. Des petits noms cute, Alaya, Dharma, machin, c'était tout pris. Et puis, notre but, c'est de donner un petit défi à l'Ayurveda un jour, là, de challenger la médecine ayurvédique, de retourner à ses hauteurs, de refaire les vrais panchakarma, de revenir à ses bases. Mmh. Et en Occident, parce que l'Ayurveda est né en Inde, mais ensuite, a été développé, à travers les siècles, de partout dans le monde. Heu, qu'est-ce que l'Ayurveda est devenu en Occident aujourd'hui? Ben, je pense que l'Ayurveda en Occident est très embryonnaire. Je pense que sa croissance est limitée principalement par les lois. Par le fait que, exemple, faire un panchakarma ici, il y aurait des sérieux défis légaux. On se retrouverait rapidement s'il arriverait un accident devant les tribunaux. Parce qu'il y a des pratiques un peu plus... qui sont très encadrées, très responsables. Il faut savoir que, exemple, si on fait des saignées dans les panchakarma, on prend moins de sang que les dons de sang. C'est-à-dire que quand on va faire un don de sang en Occident, on prélève plus de sang à l'individu que ne le fait l'Ayurveda. Et les conditions dans lesquelles le faire sont encore plus sévères, c'est-à-dire que les contre-indications sont très nombreuses. Donc, c'est rien de barbare. Nous, en Europe, on était traumatisés parce que, il y a des fakirs en Inde qui guérissent les gens en leur faisant prendre des métaux lourds.
puis en les saignant à blanc. Bon. Et puis, on s'est dit, t'es fatigué, ben va faire une saignée. Donc, on pratiquait ces trucs-là sans limite, de façon complètement erronée, dans des mauvaises conditions. Les métaux avaient été purifiés par des processus alchimiques qui étaient complètement comestibles en Inde. Ici, on donnait des métaux. Donc, il y a eu une espèce de version barbare de ce que les fakirs font en Orient, qui nous a complètement traumatisés. Mais donc, il y a Mais des d'où pratiques ça un peu venait, plus... en fait? C'était une mauvaise transmission, une mauvaise information, une mauvaise mais oui, compréhension? ou des voyageurs qui reviennent, ou une espèce de lien ténu entre l'Occident et l'Orient, puis il n'y avait pas de vrai va-et-vient indien pour venir dire, ben non, mais vous avez rien compris, en fait. Et il y avait aussi on revient de l'Inde, là-bas, ils sont capables de faire des choses fantastiques. J'ai entendu mon cousin qui se serait rendu jusqu'à là-bas, qui a guéri sa maladie. Il est revenu pour en parler. Puis bon, c'était très... c'est comme quelqu'un aujourd'hui voit des extraterrestres puis en parle. Là, je veux dire, OK, ben, il est où ton extraterrestre? Donc, il peut pas faire un vaisseau spatial non plus. Il peut s'essayer, construire dans sa cour une soucoupe volante, mais... Donc, moi, c'est ma vision personnelle, là, depuis, les liens se sont renforcés. Mais pour reprendre le fil de la question aussi, on parlait de ce qu'est l'Ayurveda en Occident. Ben, on est limité de par nos pratiques. Les plantes, les lois à l'importation sont très sévères. Les réglementations, ce qui est devenu l'herboristerie en France, ce qui est devenu la médecine naturelle, son cadre très limité, l'absolue domination de la médecine au niveau légal aussi. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Donc, la médecine a un monopole absolu, ce qui fait que ça étouffe les médecines naturelles. Et l'Ayurveda n'est qu'une médecine naturelle pratiquée en Occident parmi tant d'autres. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons parfois semblables à pourquoi tel ou tel chanteur populaire est connu. La médecine chinoise a été plus populaire en Occident plus tôt, avec l'acupuncture notamment. Mais je pense que ça relève pas d'autres raisons que une question de vedettariat, de popularité un peu mystérieuse, dans le sens où pourquoi tel chanteur populaire devient-tel plus populaire qu'un autre. Ben OK, on pourrait creuser la question longtemps, mais il n'y a pas de raison fondamentale culturelle. Même que l'Inde aurait pu être plus proche culturellement en tant que culture indo-européenne. Le sanskrit, ça ressemble au français à plein d'égards. On est beaucoup plus loin culturellement des Chinois, mais néanmoins, bon, peut-être c'est même l'attrait de cet éloignement culturel, je ne sais pas. Donc, l'Ayurveda est extrêmement embryonnaire. Le bon côté de la chose, c'est que tout est à construire. Moi, quand je revenais de l'Inde, j'ai commencé à enseigner assez tôt, pas parce que j'étais un expert en Ayurveda, mais parce que les gens connaissaient si peu ici que je pouvais toujours bien enseigner le 10% le plus intégré de ce que j'avais appris en Inde. Du peu que j'avais appris en Inde, j'avais pris du 100%, le petit 100% que j'avais appris en Inde, je prenais 10% ou 20% de ça que j'avais vraiment intégré. Puis là, j'ai commencé à faire des ateliers de 1 heure, après ça 3 heures, après ça 15 heures. Après ça, bon, j'ai fini par monter un corpus jusqu'à 200-300 heures. Aujourd'hui, là, je refonds tout ça. Là. Je fais des formations en ligne, puis je suis à l'aube de créer des nouvelles alliances avec des organisations majeures pour créer à nouveau des corpus d'enseignement plus majeurs. Mais je pense que tout est à construire, puis on doit se rappeler de ça. On est des débutants, on est des pionniers aussi, donc il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. La porte est ouverte. Il y a tellement de choses à faire dans tous les vastes domaines de la... Parce que Ayurveda, au final, c'est un peu toutes les médecines naturelles venues de l'Inde. Donc, c'est très vaste. La naturopathie à son sens le plus large. Là, voilà comment je le conçois. Comment vous le concevez, d'ailleurs, parce que vous avez une expérience certainement de ce côté. Qu'est-ce que vous voyez de l'Ayurveda de l'Occident? Comment vous voyez l'Ayurveda en Occident aujourd'hui, vous, Nathalie? Mais je te rejoins vraiment sur le fait que tout est à construire. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de l'Ayurveda qui sont, l'aspect, où on utilise des choses naturelles, l'aspect où on va aller à la rencontre de soi aussi. C'est ça qui nous permet de progresser avec l'Ayurveda de manière individuelle. Et il y a l'aspect, sociétal aussi qui est hyper important pour venir en complémentarité avec les médecines, la médecine occidentale moderne, tu vois? Donc on va peut-être en parler un petit peu de ce que l'Ayurveda, peut offrir pour demain.
Mais en tout cas, il y a tous ces aspects-là qui sont vraiment importants, qui sont des points forts de l'Ayurveda. Et puis on n'a pas parlé, en fait, on a parlé un petit peu, mais de l'aspect mystique, spirituel, qui est vraiment un Ah oui, point fort de l'Ayurveda. Tu veux en dire quelques mots? Oui, ben, la métaphysique indienne, tout vient pas mal du Samkhya, puis a été remanié, mais ça, c'est quelque chose de très fort en Occident. Le bouddhisme a transporté la culture Samkhya aussi en Occident, donc on est familiarisé avec les concepts de karma, l'incarnation de l'âme, toutes ces choses-là. Fait que ça, je pense que ça, c'est peut-être même ce qui a été le mieux transmis en Occident, la partie. Ça n'appartient pas à l'Ayurveda, c'est pour ça, des fois, j'en parle pas quand je parle d'Ayurveda. L'Ayurveda a, est né dans un bassin culturel qui adoptait la métaphysique Samkhya, en fait, qui est toutes les notions là, d'incarnation de l'âme, dharma, karma, tout ça. Rapidement, je voudrais ajouter que pertinence de l'Ayurveda à l'ère moderne, la définition de l'OMS de la santé a été influencée largement par l'Ayurveda. Parce que avant, c'était tu n'as pas de maladie, tu es en santé. Maintenant, c'est un bien-être global, une santé, même on a été jusqu'au social. Donc, c'est pas juste une notion négative de dire j'ai pas de maladie. C'est une forme de bien-être. Ça a été amené par l'Inde. Et l'Inde a été, bien sûr, inspirée par l'Ayurveda donc, c'est une définition qui a été adoptée en 1946, qui a été depuis conservée à l'OMS. Le fait que la conférence portait sur le stress, aujourd'hui, le stress, dans le sens que la conférence ne portait pas que sur le stress, mais comprenait et affirmait que le stress était un danger, l'accumulation des êtres humains. Aujourd'hui, le stress est une cause majeure dans toutes les causes de maladies, dans les 5, voire peut-être les 10 causes de mortalité principales. Donc, la pertinence aujourd'hui, elle est très grande. On ne sait plus quoi manger. L'Ayurveda nous offre quelque chose de souple qui s'adapte à différents. On en a parlé dans la formation au dernier sommet de l'Ayurveda par rapport aux ondes bleues et tout. Donc, l'Ayurveda qui n'a pas de diète précise, mais qui offre des balises. Donc, on peut, même avec différentes diètes modernes, et l'Ayurveda qui se veut universel aussi, des principes qu'on peut appliquer à nos plantes occidentales. Donc, aux gens qui disent que l'Ayurveda, c'est une médecine ancienne pour des gens anciens, je dirais non, parce que eux aussi, il y avait des défis de sédentarisation, l'agriculture et tout, ça apporte des nouvelles maladies, difficulté de digérer les grains, les céréales. Mais eux, ils ont étudié ça, ils ont avancé ces choses-là bien avant nous. Donc, je pense que c'est extrêmement pertinent, en fait, pour aujourd'hui. Et que ça va nous aider. On n'est pas obligé de jeter à la poubelle nos autres médecines naturelles, nos autres connaissances occidentales. En plus, on peut juste utiliser les lunettes ayurvédiques pour améliorer notre pratique à ce niveau-là. Donc, c'est pas l'Ayurveda ou ce qu'on fait, c'est l'Ayurveda et ce qu'on fait. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. Ouais. Jonathan, est-ce que tu as des choses que tu voulais ajouter, préciser pour les quelques minutes restantes de cet épisode? Ben, j'ai pas mentionné à l'ère moderne aussi que encore plus de 50. Ben, là, mes statistiques datent un peu, mais il y avait 50% environ des accouchements qui sont pratiqués par les sages-femmes indiennes, les DAIS. J'ai mentionné les poisons qui étaient largement traités, les fractures aussi encore largement traitées. J'ai vu moi-même dans nos anciennes vidéos qu'on retrouve dans l'onglet ressources vidéo didactiques sur mon site web, ayurvedarevolution.ca. On y voit dans les génériques, on voit des images de comment ils habillent, ils font les pansements pour les fractures avec des feuilles de ricin, avec des empattements, des choses comme ça. Donc, ils sont très performants avec la gestion des fractures en Inde. Ça, je voulais mentionner ça. Et après ça, ben, il y aurait peut-être mentionné qu'on aurait pu faire 8 podcasts comme ça parce que c'est vaste l'histoire de l'Ayurveda et de l'Inde. C'est pour ça que tu proposes des formations autour de ça. Là, c'est sûr qu'en 45 minutes, on ne peut pas parler de tout, mais déjà, ça ouvre une porte pour les personnes qui veulent peut-être aller plus loin, de savoir qu'il y a toute cette histoire, en fait, connue et encore inconnue. Oui, tout à fait. Et qu'il y a plein de choses à découvrir et qu'il y a des enquêteurs historiques comme toi qui ont creusé un peu et trouvé des infos. Donc, on peut se rapprocher de toi si on veut en savoir plus, si on est féru de l'histoire comme toi et qu'on souhaite vraiment comprendre les fondements de tout ça. Oui, je vous invite à rejoindre mon infolettre pour avoir des nouvelles parce que d'ici la fin de l'année,
Je vous le dis un peu en primeur, je ne l'ai pas annoncé encore à ma clientèle nécessairement, mais pour une école, en fait, qui fait de l'ethno-herboristerie, les âmes fleurs, d'ailleurs, je vous invite aussi à découvrir l'école Les âmes fleurs. Ils font une formation en ethno-herboristerie parce que la directrice des âmes fleurs est une bachelière en anthropologie et une herboriste de renom. Donc, elle s'est penchée sur toutes les traditions, puis elle est venue me voir, bien sûr, pour le côté ayurvédique. Et je vais produire une formation de 4 heures avec à peu près une quarantaine de pages de matériel de cours. Je vais essayer de me réduire à 40, ça risque de faire plus. Donc, je vais la lancer d'abord aux âmes fleurs, puis ensuite, elle va être offerte dans mon corpus général. Je suis en train de former une série de formations de 4 heures qui sont en ligne, disponibles en tout temps. Vous pouvez être là pour l'enregistrement direct, mais quand vous achetez la formation, vous pouvez la regarder à votre guise. Soit vous êtes soudainement là au direct ou pas, puis vous y avez accès. Ensuite, on vous envoie le lien de la rediffusion. Donc, ça va faire partie, une pierre dans cet édifice de formation. Donc, d'ici la fin de l'année, ça devrait sortir. Donc, bienvenue à tout le monde. Suivez l'infolette, la page Facebook, on va en parler. Vous allez avoir toutes les infos. Puis, voilà. Au top. Et puis, on mettra comme d'habitude les références dans la description de l'épisode. Merci bien. On arrive à la fin de cet échange avec toi, Jonathan. On a des questions rituelles. La Oh, oh. première, c'est quel est ton rituel préféré en ce moment? En ce moment, c'est le moment où je me lève puis je fais le gratte-langue puis l'eau froide dans mon visage, dans la routine quotidienne. Mais si on parle vraiment rituel, ben, j'aime bien avant mes consultations, j'aime bien me centrer, faire une petite prière. J'utilise beaucoup la prière ces temps-ci. C'est comme une méditation rapide parce qu'avec un enfant puis une entreprise naissante, il faut faire rapide. Rapide et efficace. Ouais. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur les projets? Là, tu viens de nous parler de la formation que tu mets en place, de l'école, et cetera, où on mettra tous les liens, comme disait Nat. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais, dont tu aimerais parler aujourd'hui sur le podcast, ou c'est déjà, je pense, pas mal? Ben, rapidement, il y en a tellement, mais là, j'ai commencé à faire avec Sarah Laube, une artiste qui vient de France aussi, puis elle a des contacts, elle va peut-être les imprimer ici. On est en train de faire des affiches sur des thématiques thérapeutiques, comme par exemple les alliés de la féminité ou les alliés de la digestion. C'est des très belles affiches. C'est une très bonne artiste que je vous invite à découvrir, Sarah Laube. Et puis, donc, il y a des projets comme ça. Il y a des projets. Ensuite, aussi, j'aimerais créer aussi un ensemble avec mes formations. On va probablement faire un kit ou un ensemble de formations qu'on va promouvoir l'année prochaine. Ensuite, j'en ferai d'autres. Donc, il y a ça. On fabrique des produits, mais bon, on les distribue pas. C'est plutôt. Mais par contre, on publie les recettes des produits que l'on fabrique, comme par exemple les mélanges d'épices. Donc, j'invite les gens à découvrir mon article sur les mélanges d'épices. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Il y a tellement. Il y a des choses que je peux pas parler aussi. Il y a des gros projets qui s'en viennent avec des grosses organisations, mais c'est encore embryonnaire. Donc, je peux pas en parler ici aujourd'hui, sauf que c'est fou. Là. Il y a de la. Wow, il y a pas. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Il n'y aura pas assez d'une vie pour tout faire, mais disons que je ne m'ennuierai pas, ça c'est certain. Tu es toujours plein de projets à chaque fois qu'on discute, pouf, il y a une explosion. J'adore. Il faut que je fasse attention de ne pas en être accablé et bon, voilà, les piliers de la santé, comme on parlait, il faut avant le Exactement. podcast, il faut qu'ils soient là. OK, notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Wow, là, il y a du choix, mais j'aimerais remercier, ça fait très cliché, mais j'aimerais remercier ma conjointe parce que c'est la personne que je trouve la plus fidèle, la plus dévouée à ce qu'on fait, la meilleure alliée que j'ai pas pu trouver. Donc, bon, pour l'instant, elle a un bébé à s'occuper. Donc, j'ai un peu perdu ma meilleure alliée dans mon entreprise, ma croisade, mais elle est pas loin et elle commence déjà à rebondir. Donc, je la remercie beaucoup. Puis, je peux pas non plus ne pas remercier mes mentors indiens, Dr Kannan, Dr Shankar, qui ont été tellement généreux, et même Dr Grishma aujourd'hui, qui
qui est la sœur de mon plus grand partenaire, mon plus grand ami de l'Inde, dans laquelle on poursuit Révolution Ayurveda à Kovalam et qui va s'implanter aussi ailleurs, là, dans des terres un peu plus éloignées. Donc mes mentors, je remercie mes mentors de l'Inde qui sont mon maillon de chaîne. Dans le fond, je serais rien en Ayurveda, je connaîtrais rien en Ayurveda. Je pourrais lire les livres comme tout le monde, mais ils m'ont apporté quelque chose et eux-mêmes font partie de cette grande lignée, cette grande tradition. Donc, je pourrais pas... En quelque part, ma conjointe, ça sera la prochaine parce que, je lui ai déjà mis sur mon testament tous mes droits d'auteur, un artefact aussi qui représente cette lignée-là. Donc, dans le fond, je remercie toute la lignée, celle en haut, celle en bas. Peut-être Fiston qui va poursuivre, mais ça sera son choix, on verra. Ouais, voilà. Super. Instant de gratitude et vraiment, je la ressens lorsqu'on en parle. Nous, on te remercie, Jonathan, d'avoir partagé tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et de partager encore une fois tout ce que tu as appris et tout ce que tu continues d'apprendre avec le plus grand nombre. Merci aussi de m'avoir donné cette occasion. C'était un très, très beau podcast. Pour moi-même. Pour nous aussi. Merci, Jonathan. Super. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!